Les femmes de la série noire n'est pas née de mon initiative ni de celle de Benoît Tadier. C'est en fait Stéphanie Delestrée qui dirige depuis quelques années la série noire, qui est venue cette idée, cette initiative. Elle avait envie de faire quelque chose qui n'avait pas été fait pour fêter l'anniversaire de la collection, qui a 80 ans. Et il y a 10 ans, pour les 70 ans, il y avait eu la publication d'un très bel ouvrage sur l'histoire de la collection, un ouvrage d'ampleur avec des tas de documents d'archives, auquel avait d'ailleurs contribué Benoît Tadier. Et cette fois, son attention s'est portée sur les femmes de la collection. Alors, dans un premier temps, ni elle ni nous n'étions fixés sur l'objet précis du livre. En l'occurrence, nous nous sommes interrogés. Devions-nous parler aussi des personnages, parce qu'en effet, quand on voit le titre « Les femmes de la série noire », on peut se dire il va être question des femmes fatales, des demoiselles en détresse qui sont très très nombreuses dans les romans noirs. Et puis nous avons choisi d'écarter ça parce que nous voulions faire un ouvrage assez bref, d'une part, et puis nous voulions vraiment rendre hommage à celles qui ont fait le polar et pas forcément nous enfermer dans ce qui aurait été aussi un regard d'homme sur les personnages féminins. Quand Stéphanie Delestrée nous a parlé des femmes qui ont fait la collection, pour Benoît Tadier, immédiatement, il y a eu des idées d'autrices qu'on avait plus ou moins oubliées parce que tout simplement leurs ouvrages ne sont plus disponibles, enfin n'étaient plus disponibles. Et pour moi, je voyais tout de suite des choses à faire sur les collaboratrices de Duhamel, également sur des personnalités extérieures à la collection, mais qui ont fait la collection. Les traductrices qui étaient là aux côtés des traducteurs, et puis les agentes littéraires, parce que ce n'était pas un métier d'homme uniquement. Donc le projet a commencé comme ça, avec cette délimitation, parler de l'équipe, de celles qui, même à l'extérieur de la maison d'édition, ont contribué à construire le catalogue tel que le public français l'a connu, et puis parler des autrices, évidemment. Ensuite, il y a eu une deuxième restriction, ça a été la période. Très rapidement clair que nous devions nous arrêter à la période Duhamel. Marcel Duhamel a créé la collection en 1945 et il l'a dirigée jusqu'à sa mort en 1977. Et ça nous semblait largement suffisant, d'autant qu'ensuite les choses changent beaucoup, pas forcément à la série noire dans un premier temps, mais dans le paysage du polar en France. À la fin des années 70, il y a des tas d'éditeurs de collections qui sont créés et qui rebattent les cartes. Donc 1945, 1977, ça c'était la deuxième limite que nous nous posions. Ensuite, bien sûr, il y a eu des discussions entre nous trois sur les autrices. Là, évidemment, c'est Benoît Tadier qui a été d'un concours précieux bien plus que moi, parce que je suis spécialiste de littérature française, il est américaniste, et il n'y a qu'une autrice française qui est publiée sur la période Marcel Duhamel. J'en reparlerai volontiers. Donc il a fallu choisir les autrices américaines parce que même si elles n'étaient pas nombreuses, il y en avait quand même un certain nombre et il nous aurait semblé dommage de survoler ces autrices
à force de volonté d'exhaustivité. Donc on a préféré faire un choix, et Benoît Tadier a porté son choix sur les 5 premières publiées dans la collection, qui sont des autrices parfois totalement inconnues du grand public, plus rarement des autrices qui sont restées dans les mémoires des lecteurs de polar. Et pour ma part, eh bien, je me suis occupée de l'unique française qui est arrivée dans les années 1970, Janine Oriano. Par ailleurs, cette entreprise d'hommage aux femmes de la série noire accompagnait le travail entrepris par Stéphanie Delestrée au sein de la série des classiques de la série noire. Elle a commencé lorsqu'elle est arrivée, à explorer un petit peu le fond de la collection. Elle a réédité certains titres en grand format, comme n'importe quelle série noire. Et puis, assez rapidement, elle a eu l'idée de rééditer des titres qui n'étaient plus disponibles, éventuellement avec une traduction révisée ou une nouvelle traduction quand il s'agissait de titres étrangers. Et par conséquent, cette série des classiques, qui a par exemple accueilli la réédition de 2 titres de Raymond Chandler, lui a semblé être une opportunité pour rééditer certaines de ces femmes. Donc tout au long de 2025, elle a republié certaines des femmes du catalogue des autrices anglophones. Alors pourquoi s'être intéressée aux femmes de la collection ? Il est évident qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes. Les chiffres sont impitoyables, puisque sur la période donc qui correspond à la direction de Marcel Duhamel, 1945-1977, il y a 1722 romans publiés en tout, 42 sont écrits par des femmes, ce qui correspond à 26 autrices, puisque certaines ont plusieurs de leurs titres publiés dans la collection. Donc vous voyez 42 romans écrits par des femmes sur 1722, ça nous fait un pourcentage de 2,5%. Donc c'est vraiment très minoritaire. Les femmes sont très très minoritaires dans la collection. Et lorsqu'elles sont publiées, c'est aussi une proportion assez minime de leur œuvre. Par exemple, Dolores Hitchens, qui est une des autrices très très intéressantes de la collection, 5 romans sont traduits, alors qu'elle en a publié 48. Donc on a une disproportion. Il faut préciser que c'est pas une disproportion qui est spécifique à la série noire. La série noire, somme toute, est conforme à son époque, conforme à cette époque-là, sur quelques décennies, en France. Les femmes écrivent moins de polars, de romans noirs. Elles sont souvent un petit peu cantonnées dans les romans criminels à suspense, ce qu'on appellerait aujourd'hui du domestique noir ou du domestique thriller. C'est-à-dire qu'elles sont souvent ramenées à la sphère du psychologique, de l'intime, du familial. Ce qui est un travers en partie français, et donc qui n'est pas spécifique à la série noire. Aux États-Unis, bien sûr, elle reste minoritaire tout simplement parce que le hard-boiled là-bas, comme le roman noir chez nous, pour prendre les 2 dénominations, c'est une affaire d'hommes aussi en termes de lectorat. C'est une évidence en France, même si bien sûr il y a des lectrices, mais elle reste minoritaire. Donc on accrédite l'idée que c'est un genre de bonhomme par le fait de publier encore moins de femmes qu'on en publie aux États-Unis. Benoît Tadier explique très très bien dans l'ouvrage que pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la Libération, les femmes ont réussi à se faire une place dans le paysage éditorial du hard-boiled aux États-Unis, tout simplement parce que les hommes étaient occupés ailleurs, au combat, ils étaient mobilisés.
et cette place, elles ne vont pas la rendre. Les choses se passent un petit peu différemment pour la France, hein. Évidemment, les contextes ne sont pas les mêmes, mais force est de constater que être une autrice de romans noirs en France est moins facile qu'être une autrice de romans noirs ou de hard-boiled aux États-Unis. Je précise tout de même que, même aux États-Unis, ces femmes ont souvent recours à des pseudonymes masculins, pseudonymes qui en tout cas ne laissent pas deviner leur appartenance au sexe féminin ou au sexe masculin, ce qui est une façon de s'introduire plus facilement dans le milieu du hard-boiled, en tout cas du côté des lecteurs. Donc je pense que pour Stéphanie de Lestrée, il y avait la volonté de rendre hommage par la série des classiques et par cet ouvrage à des autrices qu'on a oubliées, dont on ne trouvait plus les ouvrages et qui sont pourtant des autrices importantes à l'égal de leurs homologues masculins. Aujourd'hui, le lectorat du noir a changé et on sait, en France comme ailleurs, que les autrices se sont fait une place et qu'elles ne souffrent plus, ou qu'elles souffrent moins en tout cas, de cette relégation à la sphère du thriller psychologique. Donc oui, il était temps de leur rendre une place, de les ramener à la connaissance du public, et les femmes dont il est question dans l'ouvrage méritent largement d'être lues, et celles qui sont publiées dans la série des classiques sont vraiment très très intéressantes. Là, je dois dire que l'apport de Benoît Tadier a été décisif parce que il connaît très 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 bien le hard-boiled états-unien, de la grande époque comme d'époques plus tardives. Donc il connaissait ces femmes. Pour ma part, j'avais plutôt envie, et comme je le disais, il n'y a qu'une autrice de langue française qui est alors publiée dans la collection. Donc j'avais plutôt envie de parler de l'équipe de la série noire, dans un premier temps, parce que je savais par mes travaux antérieurs que les femmes y étaient nombreuses, et qu'elles étaient là dès le début aux côtés de Marcel Duhamel, et qu'elles avaient œuvré pour la connaissance de ce genre en France. Et ce que j'ai en revanche découvert au fur et à mesure de mes recherches, c'est que deux autres professions étaient largement féminisées à l'époque. C'était la profession de traducteur, traductrice et d'agent littéraire. Donc ça, c'était passionnant, et je crois que nous avons tous les deux, Benoît Tadier et moi-même, éprouvé les mêmes difficultés pour retracer les trajectoires,
pour retrouver les œuvres, pour retrouver les documents, aussi bien donc sur les autrices que sur les collaboratrices de Marcel Duhamel, sur d'autres traductrices et bien sûr sur les agentes littéraires. Je crois que là, il y a deux choses qui expliquent cette difficulté à trouver les traces, les archives. Il y en a une qui est liée bien sûr au fait que ce sont des femmes. Je crois que, notamment pour les autrices, il ne fait aucun doute qu'elles ont été un petit peu oubliées et invisibilisées précisément parce que ce sont des femmes. Et qu'on le sait bien, hein, l'histoire littéraire, y compris dans les littératures de genre, a mis en avant les hommes plus que les femmes, dans la plupart des genres en tout cas. Mais il y a un autre facteur, c'est que les archives manquent de manière générale. Alors, il y a des archives, bien sûr, chez Gallimard, il y a des archives à la Bibliothèque des littératures policières, hein, la Bilipo, des archives de la maison d'édition, de Marcel Duhamel, mais beaucoup de documents manquent, ce qui est une caractéristique pour le coup de l'édition et des littératures de genre. C'est-à-dire que ce sont des formes littéraires qui ont longtemps été minorées, hein, en termes de valeur symbolique, de valeur littéraire. Et donc on n'a pas forcément jugé utile de conserver un certain nombre de documents, y compris dans les sphères privées. Donc c'est pas seulement la responsabilité des maisons d'édition, ce sont aussi les individus, leurs familles, leurs descendants, qui n'ont pas conservé les documents. Et puis, une autre difficulté, en tout cas en ce qui concernait les traductrices et les agentes sur la piste desquelles j'étais lancée, c'est que à l'époque encore, enfin pour partie, en tout cas jusqu'aux années 50 bien avancées, ce sont des professions encore mal dessinées. Je dirais que c'est des professions peu professionnalisées, justement. Hein. Donc la législation se met en place petit à petit, mais par exemple, au début de la série noire, il n'y a pas de contrat écrit qui lie le traducteur et la maison d'édition. Donc, par la force des choses, il nous manque des informations sur les conditions de rémunération de ces traducteurs et traductrices. L'équipe de Marcel Duhamel, qui est au départ très très restreinte et qui va petit à petit s'étoffer avec le succès de la collection, l'équipe, c'est une équipe, je ne sais même pas si je peux dire mixte, elle est très largement féminine. Marcel Duhamel s'est entouré rapidement de femmes qui avaient des tas de compétences. Elles étaient secrétaires et je pense que au départ c'est pour ça qu'il recrute plutôt des femmes, hein, c'est qu'il a besoin aussi de collaboratrices pour taper le courrier, pour répondre au téléphone, s'occuper de tous les aspects logistiques, on va dire, de la collection. Mais elles font aussi des tas d'autres choses et elles sont impliquées dans le processus éditorial dès le début. Il a besoin de recruter des femmes parlant l'anglais, qui peuvent donc être les interlocutrices des agents, mais le cas échéant des auteurs traduits. Et il a besoin aussi qu'elles puissent mettre la main à la pâte et contribuer aux traductions et aux réécritures des traductions. Là, il faut peut-être dire deux mots du processus qui est le plus usuel dans la collection. La collection, elle est créée pour publier des auteurs anglophones et plus spécifiquement des Américains, même si les tout premiers titres sont en fait des titres signés par des auteurs britanniques, mais qui écrivent à la façon des Américains. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, c'est une collection qui est dédiée au hard-boiled en France, qui a commencé à être traduit d'ailleurs en France avant la Seconde Guerre mondiale, mais qui va connaître un essor spectaculaire après la Libération. Et
Marcel Duhamel, qui a une solide expérience de traducteur, qui est d'ailleurs très respecté dans la profession, il a une idée assez claire de ce qu'il veut faire avec cette collection et du ton des polars qu'il va traduire. Donc il y a un ton série noire qui a depuis été largement décrié, parce que c'est parfois assez peu respectueux de l'original, mais on y insuffle en tout cas de l'argot, et un argot parisien de l'époque qui n'a pas toujours très très bien vieilli. Et il a aussi la volonté de faire correspondre les œuvres à l'idée qu'il se fait du hardboiled, c'est-à-dire du roman d'action violente, du roman d'action rapide, qui met de côté tout ce qui est de l'ordre du psychologique. Alors bien sûr, ça correspond à une réalité textuelle de ces œuvres-là, mais c'est quelque chose qu'il va amplifier et qui va être d'autant plus accentué qu'à partir de 48, la série noire passe à la vitesse supérieure en termes de nombre de parutions, de volume de tirage, et donc les volumes doivent faire 256 pages maximum. Autrement dit, quand un volume en langue originale et une fois traduit excède ces 256 pages, eh bien on coupe. Donc c'est vrai que la série noire a contribué à forger l'image d'un genre, mais parfois au détriment du respect du texte original. Donc les œuvres étaient confiées à des traducteurs et des traductrices, et l'équipe revoyait les traductions. À cet égard, les collaboratrices de Marcel Duhamel sont mises à contribution. Elles traduisent, elles font le fameux rewriting dont parle beaucoup Marcel Duhamel dans sa correspondance, dans des interviews et un petit peu aussi dans ses mémoires. Et elles contribuent à ce ton série noire. Donc, elles sont souvent créditées à la traduction. Et parfois elles ne le sont pas parce que tout simplement elles ont fait un travail de réécriture. Du relationnel avec Marcel Duhamel, on a peu de traces. On a peu de traces, on en a quelques-unes dans la correspondance de Marcel Duhamel avec les Gallimard ou avec d'autres personnes. On a quelques éléments aussi dans les archives de quelques-unes de ses collaboratrices, archives éditoriales bien sûr, mais on a peu de choses. Ce qui est certain, c'est que Marcel Duhamel recrute des femmes dans son cercle d'amis, de connaissances. Il est dans ce Paris de Saint-Germain-des-Prés, d'artistes, d'auteurs, d'intellectuels. Donc elles sont souvent recrutées dans ce cercle-là. Et ce qui est certain, c'est que quand il parle d'elles, on peut voir des traces de paternalisme, évidemment, c'est un homme de son époque, mais je n'ai pas du tout vu de traces, ni de condescendance, ni de machisme au sens propre du terme. Voilà, ce sont des collaboratrices, ce ne sont pas ses subordonnées, et ce ne sont pas des petites poulettes qui travaillent pour lui. Voilà, donc il y a une relation qui me semble être une relation de respect. Si on parle des femmes de la série noire, il faut dire quelques mots de la fameuse couverture de la collection. Donc à l'époque, les volumes très rapidement sont cartonnés et il y a une jaquette. Donc la couverture cartonnée, elle est noire et jaune, avec un encart vertical jaune et l'autre un petit peu plus conséquent qui est noir. Et la jaquette, elle est imaginée par Germaine Gibard. Au départ, c'est le graphiste de la maison Gallimard qui est missionné pour imaginer l'identité visuelle de la collection. Et puis, raconte Marcel Duhamel dans ses mémoires, cet homme, Roger Allard, lui propose une couverture blanche avec des petites fleurs vertes. Et il trouve que c'est pas vraiment en accord avec l'esprit de la collection. Il dit que ça ne correspond pas très bien à ce que vont proposer les romans. Et donc, il trouve ça, je le cite, un tantinet bucolique pour de l'étripaillage en série.
Et Germaine Gibard, qu'il connaît depuis des années déjà, qui est une graphiste qui travaille beaucoup pour la presse, imagine une toute autre couverture qui rompt complètement avec les habitudes de l'époque en matière d'édition littérature de genre. Elle imagine un faire-part de deuil inversé. On connaît les faire-part de deuil, ces cartes ou ces formats lettres blanc ou ivoire avec un liseré noir. Eh bien, à l'inverse, on va avoir un fond noir, un liseré ivoire et un lettrage jaune qui vont signer la couverture type désormais du polar. Autrement dit, le noir et le jaune de la série noire vont marquer durablement l'identité visuelle du genre en France. Ce qui rompt avec l'époque, c'est que c'est une couverture typographique, c'est-à-dire que c'est une couverture dépourvue d'illustration. Donc cette sobriété est très marquante et elle est encore utilisée aujourd'hui, même si les volumes de la série noire sont désormais illustrés. Tout le monde a en tête la couverture imaginée par Germaine Gibard. Les traductrices sont très importantes dans la collection. Elles sont 2 fois moins nombreuses que les traducteurs, mais elles traduisent autant de titres que les hommes. Et certaines vont travailler pour la collection pendant des décennies. Certaines nous sont restées inconnues, mystérieuses. On n'a pas d'informations sur elles. Pour d'autres, heureusement, on a pu suivre quelques pistes, trouver des archives, trouver des documents familiaux aussi. Et elles sont toutes différentes par leur trajectoire. Donc elles sont importantes, elles sont moins importantes numériquement que les hommes dans la collection, mais elles traduisent beaucoup. Moi, je suis l'ami Carson, et vous avez beaucoup entendu parler de moi. L'autre, comment s'appelle-t-il? Alors le choix des autrices, eh bien, nous en avons discuté, mais c'est vrai que Benoît Tadier, qui connaît très très bien le roman noir américain, avait l'expertise pour faire un choix éclairé. Ce qui présidait au choix des autrices pour l'ouvrage, ça a été un critère un petit peu objectif, je dirais, c'est-à-dire prendre les 5 premières publiées. Et pour la série des classiques, eh bien, Stéphanie Delestrée a choisi des autrices et des titres qui sont susceptibles d'intéresser aujourd'hui le lectorat, qui présentent un véritable intérêt littéraire, un intérêt pour le genre. Donc ça s'est fait comme ça. D'abord, certaines d'entre elles écrivent comme leurs homologues masculins. Et je mets au défi quiconque, ignorant qu'il s'agit de femmes, de le deviner à la seule lecture de leurs romans. Si vous prenez par exemple le Craig Rice, qui a été réédité dans la série des classiques, ou L'Ange déchu de Marty Holland, on a des romans noirs
que n'auraient pas désavoué certains auteurs de l'époque. Au début de L'Ange déchu, qui avait d'abord été traduit sous le titre Le Resquilleur, on voit arriver un homme dans une petite ville. Il se fait éjecter du bus qui devait l'amener à San Francisco, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il n'a pas payé son billet. Et donc il échoue dans une petite ville perdue, dans un diner où il va faire la connaissance de la serveuse. Et quand on découvre ce roman pour la première fois, on pense évidemment au roman de James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois. Enfin, le début vraiment est dans cette ambiance-là. Et il y a ensuite des bifurcations du récit qui nous amènent vers d'autres logiques narratives. Mais en tout cas, on retrouve chez beaucoup de ces autrices des ambiances à la Jim Thompson, un petit peu aussi à la Chandler. Il n'y a pas de caractère spécifiquement féminin, à mon sens, dans leur écriture. Pourtant, je dirais qu'elles ont une manière un petit peu différente d'aborder certaines thématiques. Par exemple, la violence n'est pas envisagée tout à fait de la même façon. On voit très bien cela avec Leigh Brackett, qui est une disciple de Chandler, pourrait-on dire. Elle a une façon de parler de la violence, mais aussi de la brutalité masculine, qui en fait une romancière avec un regard un petit peu particulier. C'est-à-dire qu'elle envisage cette violence, non pas pour la pure mécanique narrative du hard-boiled, mais aussi dans ses conséquences psychiques, sociales. Et ça, c'est tout à fait particulier, me semble-t-il. On n'a pas nécessairement cette approche-là de la violence chez les auteurs de romans noirs. De la même façon, Dolores Hitchens a une attention particulière à certaines thématiques. Par exemple, la thématique de l'enfance maltraitée, de l'enfance abusée. Et puis on voit très très bien aussi dans ces romans noirs les ravages de l'exploitation pétrolière sur les paysages de la Californie. Donc on a une vision du monde qui n'est peut-être pas spécifiquement féminine, mais qui n'est pas tout à fait celle de leurs homologues masculins de l'époque, en tout cas. Je crois que ce sont tout simplement de très bonnes romancières et on n'a pas chez elles d'assomption au code du genre avec une docilité excessive. Non, elles s'emparent du genre du hard-boiled et elles font preuve d'une grande inventivité dans les codes génériques. Elles déconstruisent en fait les codes du polar masculin. C'est ça qui est intéressant avec ces autrices. Et puis, s'il fallait une dernière preuve qu'elles écrivent comme des hommes, ou en tout cas qu'elles n'écrivent pas comme des femmes, si tant est que ça ait un sens, surtout à l'époque, eh bien, je mentionnerai Janine Oriano. Janine Oriano, qui est donc la seule française publiée dans la collection à l'époque de Marcel Duhamel, et que nous connaissons depuis sous le nom de Janine Boissard, comme une grande romancière populaire. Au début des années 70, elle a déjà quelques romans à son actif et elle décide d'écrire du polar. Elle envoie un premier manuscrit à la Série Noire en prenant une agente littéraire, justement. Et l'agente a l'idée de ne pas marquer son prénom en entier. Et au lieu d'envoyer le manuscrit sous le nom de Janine Oriano, elle l'envoie sous le nom de J. Oriano. La Série Noire est intéressée et donc on prie Janine Oriano de venir signer le contrat, en tout cas de venir à la rencontre de l'équipe. Elle est reçue par Robert Soula, qui est à l'époque dans l'équipe de Marcel Duhamel. Il lui succédera d'ailleurs à la tête de la collection en 1977.
Et stupeur, il voit que c'est une femme. Et en gros, il lui dit, bon, on va le faire quand même. Voilà. Et le roman paraît sous la seule initiale J, Oriano. Et non pas Janine Oriano. Bon, le secret est très très vite éventé, hein, mais c'est vous dire, ils n'ont pas décelé un instant que c'était écrit par une femme. Sans doute aussi parce que Janine Oriano s'est scrupuleusement conformée au code de la série noire et du polar. Certains de ces romans signés par des autrices ont été adaptés au cinéma ou ont failli l'être. De toute façon, pour ces autrices comme pour les auteurs de l'époque, l'écriture de romans noirs a souvent partie liée avec l'industrie cinématographique. Alors par exemple, Leigh Brackett, qui est l'une des romancières, n'est pas seulement sous l'influence littéraire de Chandler, elle va attirer rapidement l'attention du cinéma et elle travaille pour le cinéma. L'un de ses romans, qui n'a jamais été traduit en français, No Good from a Corpse, a attiré l'attention du réalisateur Howard Hawks et elle-même a scénarisé les adaptations du Grand Sommeil et bien plus tard de The Long Goodbye lorsqu'il est réalisé par Altman. Et d'ailleurs, elle change la fin. Voilà, c'est intéressant parce qu'il faut quand même oser changer la fin d'un roman noir de cette envergure. C'est une autrice qui donc connaît très très bien le milieu du cinéma. L'autre autrice qui est intéressante à cet égard, c'est Marty Holland. Marty Holland, donc très proche dans l'écriture de James Cain, de Chandler, de Jim Thompson, peint souvent dans ses romans cette espèce d'underworld de la société américaine, avec beaucoup de personnages de marginaux, de flics un petit peu sadiques, et bien sûr de femmes fatales. Et donc, son roman Fallen Angel, qui est réédité aujourd'hui sous le titre L'Ange déchu, a donné lieu à 2 films en quelques années. Ça, c'est assez atypique et remarquable. Le premier film, c'est celui d'Otto Preminger. Il sort en 1945. Le titre français, c'est Crime passionnel. Et ce film met à l'affiche Dana Andrews, qu'on a déjà vu et qu'on reverra devant la caméra d'Otto Preminger. Le film est intéressant parce qu'il est assez proche du roman, même si les bifurcations du roman vers un récit d'hommes en fuite, d'hommes traqués, est un petit peu évacué du roman pour des nécessités scénaristiques et probablement de cohérence du film. Et puis 5 ans plus tard, en 1950, c'est au tour de Robert Siodmak de s'inspirer de ce roman pour The File on Thelma Jordan, qui est beaucoup plus librement inspiré de L'Ange déchu de Marty Holland. Enfin, parmi les romancières évoquées dans les femmes de la série noire, il y a Elizabeth Sanksé Holding, dont le titre La candide Madame Duff, The Innocent Mrs. Duff, a attiré l'attention de Raymond Chandler à l'époque. Il en a fait acquérir les droits par la Paramount en 1946, mais ça n'a jamais débouché sur aucun film. Voilà, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais en tout cas, ces femmes, comme leurs homologues masculins, avaient souvent des liens avec Hollywood, soit parce qu'elles travaillaient pour l'industrie cinématographique, soit parce que leurs romans ont été adaptés ou auraient pu être adaptés et ont fait l'objet d'acquisitions de droits.